bâtir avec constance des palais splendides et gigantesques, comme s'il devait être toujours victorieux, mais où il ne résida jamais. Il construisait des châteaux et des tours dans les villes et sur les montagnes, comme s'il pensait être assiégé chaque jour par des ennemis. Il faisait tout cela pour montrer sa puissance, susciter l'admiration et la terreur, afin d'imprimer la mémoire de son nom dans l'esprit de chacun et que l'oubli ne puisse jamais l'abolir. Cet homme a un nom, il s'appelle Frédéric II Hohenstaufen, l'empereur qui, au XIIIe siècle, stupéfia le monde. Sylvain Guggenheim, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, à l'invitation de Storia Voce. Je salue également tous les auditeurs. Je suis très heureux de vous recevoir, Sylvain, à ce micro, parce que nous nous connaissons déjà depuis longtemps. En effet. Et la toute dernière émission que j'ai enregistrée pour Canal Académie, il y a 3 ans de cela, c'était une émission avec vous, consacrée à la bataille de Tannenberg, une émission que les auditeurs de Storia Voce peuvent retrouver également sur Canal Académie. Alors, vous venez d'écrire aux éditions Perrin une biographie de Frédéric II Hohenstaufen, donc Frédéric II, un empereur de légende. Et j'avoue que j'étais très heureux de voir ce sujet parce que quand on pense à Frédéric II, quand on est historien, eh bien, on pense à un autre historien du début du XXe siècle. Et quel historien qui s'appelle Kantorowicz. Frédéric II, c'est un personnage qui est peu connu dans l'historiographie française, sur lequel on se penche assez peu, parce que c'est un personnage, tout d'abord, que l'on associe au monde germain. Oui, il y a eu peu de travaux sur Frédéric II. Il y en a eu quelques-uns concernant son action en Italie, puisqu'en fait, c'est un souverain qui régnait à la fois sur le royaume de Sicile, le sud de l'Italie et l'île de Sicile, mais qui était aussi roi d'Allemagne, même s'il y a moins séjourné qu'en Sicile, et qui était enfin empereur. Et on a eu quelques articles ou des travaux, notamment sur son action en Sicile, législative, économique, etc. On n'a rien en français, en dehors de la traduction du livre de Kantorowicz, qui concerne son action en Allemagne. Alors, vous dites de son règne qu'il fut un règne tumultueux, ce fut un règne difficile. Est-ce que l'on peut associer le nom de Frédéric II, d'un point de vue général, à un échec ? Ah, c'est une très bonne question. Je dirais malheureusement, oui. Malheureusement, parce qu'il avait une politique, je pense, extrêmement intelligente, ambitieuse. Mais il a échoué dans sa guerre contre la papauté. Je dirais que dans cette affaire, il est moins responsable du conflit que les papes. Il n'a pas échoué, en revanche, en Sicile, dans l'œuvre politique qu'il a voulu faire. Et en Allemagne, c'est plus discutable. Disons que c'est plus incertain. Il y a des éléments de sa politique qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas réussi, mais qui auraient pu vraiment dominer l'Allemagne à l'époque, je crois sans doute personne. Donc disons que c'est en partie un échec. J'étais un peu rude en disant c'est un échec il y a une minute. C'est en partie un échec dans certains secteurs et pas dans d'autres. Alors nous aimons tous l'histoire pour ses paradoxes, et le paradoxe justement, c'est que on le qualifiait de transformateur du monde. Oui, alors c'est un terme qui lui a été décerné par des chroniqueurs. En fait, il a réellement, c'est excessif comme expression, il a réellement transformé son royaume de Sicile en reprenant l'œuvre des souverains normands, en la perfectionnant, en l'amplifiant. Et il a contribué à faire du royaume de Sicile un véritable État assez centralisé, bien organisé politiquement, économiquement, et très bien contrôlé par le pouvoir royal. Il a essayé de transformer l'Allemagne, peut-être pour en faire quelque chose d'équivalent à la Sicile, ou du moins qui s'en rapproche, tout en tenant compte des contraintes qui existaient en Allemagne et dont il savait qu'il ne pouvait être vainqueur. Alors nous reviendrons sur cette idée d'échec, sur cet empire difficilement gouvernable, voire ingouvernable, mais pour cadrer aussi ce personnage, certains en font une sorte de précurseur d'idées très modernes.
Oui, c'est souvent l'image qu'il a de précurseur de la Renaissance, d'homme en avance sur son temps. Je suis davantage d'accord avec les historiens, notamment allemands, qui disent non, on ne peut pas voir en Frédéric II un prince de la Renaissance. Il manque un certain nombre d'éléments qui seraient communs au prince de la Renaissance. C'est vraiment un homme de son époque, mais vraisemblablement particulièrement intelligent, particulièrement curieux d'apprendre, ou du moins dans certains domaines. Et sur le plan politique, on le voit précurseur. Par exemple, par analogie, on estime que Philippe le Bel, c'est une préfiguration de l'État, de l'État qu'il y a bien des prémices de l'État moderne. C'est Frédéric II est un peu l'équivalent de Philippe le Bel. Oui, dans sa volonté de dissocier le pouvoir politique et le pouvoir religieux, et dans sa volonté de dire que le pouvoir royal, en fait, ne doit rien à l'Église. Et on peut retrouver dans le prologue de son grand livre de loi pour la Sicile des affirmations qu'on retrouvera 60 ans plus tard chez les légistes de Philippe le Bel, avec l'idée que les rois ont été institués sur terre par Dieu avant que l'Église n'existe. Donc l'idée qu'il y a une autonomie totale du pouvoir laïque par rapport au pouvoir ecclésiastique. Même si, bien évidemment, le sens du mot laïque à l'époque n'a rien à voir avec le sens qu'il aura bien plus tard à l'époque contemporaine. Non, c'est pas la même chose. Frédéric, on ne connaît pas les opinions religieuses de Frédéric II, il faut être prudent, puisqu'en fait il n'a laissé aucun témoignage direct, ou du moins dont on soit sûr qu'il soit sincère sur ses croyances ou son absence de croyances. Là, l'idée de laïcité est à prendre véritablement comme une autonomie du pouvoir des rois par rapport au pouvoir de la hiérarchie ecclésiastique et du pape. Et ce qui n'empêche pas Frédéric II au début de son règne d'être l'auxiliaire de la papauté et de faire ce que les papes lui demandent. Vous avez écrit un ouvrage sur la réforme grégorienne, un siècle auparavant, et cette réforme grégorienne est précisément une volonté pontificale de séparer les deux domaines et de laisser cette autonomie à l'Église. Est-ce que, au fond, Frédéric II n'est pas une sorte d'héritier de la réforme grégorienne dans sa volonté de séparer ? Alors, Non, je pense qu'il est plutôt l'héritier des empereurs allemands qui ont lutté contre les papes à ce moment-là. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de filiation. C'est-à-dire que dans la réforme grégorienne, il y avait la volonté effectivement de bien séparer les clercs et les laïcs, c'est-à-dire de bien montrer que les clercs ne devaient pas vivre comme les laïcs, vivre de manière différente. Et en même temps, dans les Dictatus Papae de Grégoire VII, il y a une affirmation très forte de l'emprise du pouvoir pontifical sur les empereurs. Grégoire VII s'arroge le droit de déposer les empereurs. Et vous avez, du côté allemand, un refus total de ces prétentions pontificales, parce que les princes allemands n'élisent pas l'empereur, mais ils élisent le roi d'Allemagne, et seul le roi d'Allemagne peut devenir empereur. Et si le pape a le droit de déposer l'empereur, ça veut dire qu'il a le droit finalement de casser quelque chose qui est le résultat d'une élection par les princes allemands. Donc l'empereur Henri IV était opposé à Grégoire VII, et d'une certaine manière, Frédéric II, comme Barberousse, reprennent des axes politiques qui sont, à quelques détails près, ceux d'Henri IV. Alors, excellente transition sur ma prochaine question. Votre premier chapitre s'intitule « N'être roi ou le devenir », parce que le cadre institutionnel du monde germanique est complètement différent du cadre institutionnel de la monarchie française. Oui, c'est-à-dire qu'en Allemagne, le roi est élu. Donc on peut constituer des dynasties, les Stauffanen sont une dynastie, mais même si le fils aîné du roi est proposé par son père pour être son successeur, il faudra de toute façon passer par une élection des princes. À l'époque de Frédéric II, c'est encore une élection de l'ensemble des princes d'Empire. On n'a pas encore constitué, ce qui est davantage connu sans doute des auditeurs, les 7 électeurs. Frédéric est élu très jeune, voire quasiment, non pas à l'état de bébé, mais presque, il est élu à 3 ans. Comment expliquer cette élection dans le contexte de l'époque ? Il est élu à 3 ans parce que son père a proposé au prince donc, cette élection, et en échange d'un certain nombre de concessions, les princes ont accepté. En fait, c'est toujours une question de donnant-donnant ou d'échange. Les princes acceptent d'élire le fils du roi comme futur roi, à condition que le roi réponde favorablement à certaines de leurs exigences ou maintienne certains de leurs privilèges. Alors, donc ce jeune roi est élu. Quel est
il est placé en fait sous, et c'est ça qu'il y a d'étonnant au regard de ce qu'il se passera dans le futur, il est placé sous la protection de quelqu'un d'important à l'époque, qui est le pape, et c'est le pape Innocent III, qui constitue un des sommets de la monarchie pontificale à l'époque. Quelle est tout simplement sa jeunesse et comment vit ce prince ? Il a une jeunesse assez perturbée, puisque donc il perd son père assez tôt, à 3 ans, je crois, ou 4 ans. Il perd sa mère très peu de temps après. Il avait été confié par sa mère à la tutelle pontificale, mais d'un point de vue concret, le pape est quand même loin. Le pape ne vient pas en Sicile. Frédéric II donc vit à Palerme, à la cour des rois de Sicile, puisque son père, roi d'Allemagne, avait obtenu le royaume de Sicile par mariage avec l'héritière du royaume de Sicile, et donc il est confié au régent. Et on est dans une période où son père étant mort, sa mère étant morte, les barons de Sicile, plus un certain nombre d'aventuriers, en fait, cherchent à contrôler le royaume. Alors, ils ne vont pas attenter à la vie de Frédéric II, mais ils n'ont aucun égard pour lui, et ils sont donc entrés dans des luttes entre eux, des luttes contre la régence. Frédéric II va même être enlevé à un moment. Et il passe donc une enfance dans une situation politique extrêmement perturbée. Est-ce que ce qu'il y a d'étonnant, vous citiez Palerme, mais ce qu'il y a d'incroyable, et on a du mal à se représenter la chose aujourd'hui, d'autant plus dans un monde de communication et de déplacement si facile, mais il ne séjourne que 3 fois en Allemagne de son règne. Alors, il ne séjourne que 3 fois en Allemagne. Il a séjourné une première fois pendant 8 ans, parce que bien qu'il ait été élu roi d'Allemagne, il y a eu guerre civile en Allemagne, parce que comme il était trop jeune pour régner, les princes se sont divisés. Certains ont élu son oncle, Philippe de Souabe, d'autres un représentant d'une famille rivale, les Welf, Othon IV. Il y a donc eu guerre civile en Allemagne. Philippe de Souabe l'avait emporté, mais a été assassiné. Et Frédéric II a finalement été appelé par les princes, qui se sont retrouvés très mécontents du roi vainqueur, Othon IV, que le pape a d'ailleurs excommunié. Ils ont donc appelé Frédéric II, ils ont renouvelé leur confiance en lui, ils lui ont renouvelé le titre royal, mais il a dû se rendre en Allemagne et véritablement livrer une expédition militaire pour conquérir son trône. Et ensuite, il est parti en 1212, il est vainqueur en partie d'ailleurs grâce à Philippe Auguste et la victoire de Bouvines en 1214. Il est définitivement couronné roi en bonne et due forme en 1215, mais il ne rentre pas en Sicile. Il a besoin à ce moment-là de parcourir son royaume et de faire ce que tout le monde attend d'un roi, c'est-à-dire de confirmer des privilèges, d'en donner de nouveaux, d'écouter les princes, les évêques, les représentants des bourgeoisies urbaines, les représentants des grands monastères, etc. Donc il y passe 8 années au total. En quoi il se distingue de la monarchie française ? Vous parlez des privilèges, est-ce qu'on voit exactement la même chose ? Puisque on se dit, c'est un prince qui cède au fond, il cède au prince, il cède vous parlez du privilège de 1220 au prince d'église, au prince de l'église. Est-ce normal, la vie normale d'un roi germanique, d'un empereur germanique, que de confirmer ses privilèges et donner tout ce pouvoir à ces hommes ? Globalement, pour aller vite, oui, c'est normal. Vous avez le temps. Hein. Non, mais j'essaye d'abord de donner une réponse, disons, nette, et puis après, je vais nuancer. Mais oui, en gros, c'est normal, parce que ça s'explique par l'histoire du royaume de Germanie. Le fait que le royaume de Germanie a eu, dès le départ, des duchés très puissants, la Bavière, la Saxe, la Thuringe, etc. Et que les rois de Germanie n'ont toujours été, en fait, que des primus inter pares, comme on dit en latin. Ils doivent leur pouvoir à l'élection. Ils peuvent être par moments très puissants, ça a été le cas de Barberousse, mais ils n'éliminent jamais le pouvoir des princes. Et il n'y a jamais eu, dans l'Allemagne médiévale, une politique comparable à celle des Capétiens, qui ne sont pas très puissants au départ, mais qui ont mené, peut-être parce que la dynastie a duré plus longtemps, mais qui ont mené une politique qui a toujours visé finalement à étendre le domaine royal et petit à petit à contrôler, à soumettre les grands féodaux. Mais c'est une politique qui a mis des siècles à se réaliser, de Hugues Capet à Philippe le Bel et même après. En Allemagne, on n'a pas du tout la même histoire et les rois ont toujours agi avec
le souci finalement de maintenir une politique d'équilibre à l'intérieur des princes et des réseaux d'alliances entre les princes. Est-ce que la politique est la même à l'égard des princes d'église, les princes d'église qui sont à la fois des princes temporels et qui ont ce pouvoir spirituel en Germanie? Oui, ils ont à peu près la même politique envers les princes d'empire qui sont des ecclésiastiques et les princes d'empire qui sont des laïcs. Simplement, les princes d'empire ecclésiastiques ont reçu en premier un privilège dès 1220 parce qu'en fait, Frédéric II avait vraiment besoin d'eux dans ses rapports avec la papauté pour être certain d'obtenir la couronne impériale. D'un autre côté, les privilèges qu'il leur donne sont souvent des privilèges que tel ou tel prince ecclésiastique avait de manière individuelle. Il les étend, pour aller vite, il les étend à l'ensemble des princes. Il abandonne quelques droits royaux, mais qui finalement ne sont pas très importants. Et ça ne touche pas le cœur de l'autorité royale, ce qu'il abandonne aux princes. Oui, vous vous posez la question, l'ensemble de ces mesures, donc des privilèges de 1220, en faisait-il un roi soumis à l'Église? Visiblement, vous nuancez la réponse. Non, c'est pas un roi soumis à l'Église. Dans l'historiographie allemande, il y a eu un courant qui a apporté un jugement très négatif sur la politique de Frédéric II. On a parlé d'abandon des droits royaux, de soumission complète. En fait, non, il ne cède vraiment que des droits, je dirais, minimes. Il garde l'essentiel de ses droits à l'intérieur du domaine royal et de ses prérogatives même vis-à-vis des princes. Et c'est la même chose dans le grand privilège qu'il accorde 12 ans plus tard là, à tous les princes, les ecclésiastiques et les laïcs. Finalement, les seules mesures vraiment importantes qu'il prend, enfin nouvelles, sont les mesures qui portent atteinte à l'autonomie politique des villes. Où là, il favorise plutôt les princes contre les villes. Alors, je ne l'ai pas dit dans l'introduction de cette émission, mais votre livre n'est pas vraiment une biographie. C'est plus qu'une biographie, j'allais dire, c'est plus intéressant qu'une biographie, puisque vous développez, vous avez une approche thématique tout simplement du personnage. Oui, c'est-à-dire que d'abord je pense que, comme beaucoup d'historiens, que le genre de la biographie est vraiment une gageure en histoire, c'est quasiment impossible. De toute façon, on ne sait jamais ce qu'un individu a véritablement pensé, donc on se heurte à des limites qui sont importantes, du moins pour la période médiévale. En contemporaine, on a peut-être plus de témoignages d'ordre intime et personnel. Et j'ai plus voulu faire, en accord avec l'éditeur, une histoire du pouvoir de Frédéric II, de la manière dont ce souverain particulièrement a exercé le pouvoir dans un contexte international extrêmement compliqué, et la manière dont il a voulu laisser des traces à la postérité, et la manière dont on l'a vu de son temps et par la suite. Mais donc c'est pas une biographie, il y a des aspects que je n'ai pas abordés volontairement, puis il y en a de toute façon qui sont inconnus. Alors cela dit, on trouve quand même suffisamment d'éléments pour se faire une idée de la vie d'un point de vue événementiel de Frédéric II. Mais effectivement, je n'ai pas du tout construit le livre comme une biographie. Alors précisément, j'en viens à la relation avec le pape, qui est extrêmement importante. Mais avant de comprendre cette relation, au fond, on ne peut pas comprendre cette relation si on ne se représente pas le fait que la royauté est étroitement liée au sacré. Alors la royauté est liée au sacré, c'est quelque chose qui est important. Je dirais que l'autorité... Frédéric II se fait une très haute idée, et en même temps tout à fait logique par rapport à sa fonction, mais une très haute idée de son pouvoir, de l'étendue de son pouvoir royal. Du caractère sacré aussi de sa personne. Mais finalement, ce qu'il a opposé à l'Église, à la papauté, c'est des questions très concrètes de contrôle des évêques dans le royaume de Sicile. Frédéric II, et ailleurs, mais principalement en Sicile, Frédéric II voulait avoir un droit de regard sur les nominations épiscopales parce que les évêques ont du pouvoir et la papauté n'admettait pas cela. Et par ailleurs, il y avait un autre point de rupture très très important, c'est que Frédéric II voulait maintenir, et c'était logique puisqu'il était héritier des deux royaumes, il voulait maintenir ensemble le royaume de Sicile et le royaume d'Allemagne, et la papauté, fruit de la très longue histoire assez difficile avec les empereurs d'Allemagne, redoutait particulièrement cette alliance territoriale parce que ça la prenait en tenaille entre l'empire
allemands qui contrôlaient l'Italie du Nord et le royaume de Sicile qui était au sud. Et les États pontificaux se trouvaient littéralement encerclés. Les papes ne voulaient absolument pas qu'une même personne contrôle à la fois le sud de l'Italie, le nord d'Italie et l'Allemagne, et Frédéric II ne voulait pas renoncer à son héritage et estimait que c'était son droit. Mais alors, vous présentez, je vais insister sur le côté sacré, mais et je reviendrai après sur le conflit avec le pape. Mais ce qui m'a vraiment surpris de voir, c'est que bon, il fait la croisade, il part en croisade, pardon, et excommunié d'ailleurs. Exactement. Mais ce qui le sacralise encore davantage, on en fait, un chroniqueur en fait, si mes souvenirs sont bons, le successeur de David. Oui, c'est une chose. Est-ce que cette idée de sacralisation est une chose évidente pour les contemporains de l'époque, dans toutes les strates, j'allais dire, de la population, ou bien, au fond, c'est une conception que l'on ne rencontre que chez quelques chroniqueurs et qu'il faut bien faire la part de ce qui relève de la renommée et de ce qui relève de quelques écrits qui ont tendance un peu à forcer le trait de cette sacralisation. Non, ça fait vraiment partie des conceptions générales du temps, parce que les rois sont sacrés, c'est vrai pour le roi de France, le roi d'Angleterre, et le sacre royal vous transforme littéralement. Ce sacre fait de vous un être humain hors norme, au-dessus des autres êtres humains. Et la conscience qu'on est sacré, qu'on a été sacré par une onction épiscopale au moment après le couronnement, la conscience qu'on est un individu sacré, pas au sens romain mais au sens chrétien du terme, est extrêmement forte. Et par conséquent, cette conscience, ça rejaillit sur la conception qu'on se fait de son pouvoir, de son autorité. Donc évidemment, c'est un élément extrêmement important dans la volonté qu'a Frédéric II de faire respecter ses droits. Et je perds le fil de mon idée. Oui, voilà. Le pape, l'empereur qui se fait couronner quand même, là où le Christ avait été couronné par la couronne d'épines, là encore, ça ne fait que renforcer cette sacralisation. Oui, c'est que Frédéric II se retrouve par mariage héritier du royaume de Jérusalem. Il part en croisade. Alors il perd. C'est Grégoire IX, le pape, avait très bien compris sa situation. Il avait dit qu'en gros qu'il était croisé à perpétuité. Alors qu'en général les croisés partent pour un an, parce que il part évidemment en croisade, mais en même temps le royaume de Jérusalem est son royaume. C'est-à-dire qu'en fait, en théorie, il aurait parfaitement pu quitter définitivement la Sicile et s'installer à Jérusalem. Il est roi d'Allemagne, roi d'Italie du Nord, roi de Sicile et roi de Jérusalem. Mais comme en raison de ces différends avec la papauté, il avait été excommunié, que l'excommunication n'avait pas été levée, il avait été excommunié parce qu'il ne partait pas en croisade, parce qu'il différait sans cesse son départ en croisade. Il finit par partir, il part en étant excommunié, il prend la couronne du royaume de Jérusalem, il passe un traité avec les musulmans, le sultan Al-Kamil, qui est un traité qui accorde une trêve de 10 ans, qui lui donne droit de fortifier Jérusalem et quelques points, mais c'est tout. Et il se fait couronner. Il y a un épisode assez rapide, vraisemblablement. Il a dû récupérer une couronne qui n'était pas la couronne originale du roi de Jérusalem, mais il récupère une couronne, il met la couronne sur sa tête et il sort du Saint-Sépulcre couronné pour bien montrer donc qu'il est roi de Jérusalem. Et puis il repart le lendemain ou le surlendemain. Il est resté 2 nuits à Jérusalem. Vous disiez tout à l'heure qu'il est extrêmement difficile dans le genre biographique de savoir exactement ce que pensent ces hommes. Est-ce qu'on sait malgré tout si c'était un personnage, quel était son caractère, parce qu'encore une fois, recevoir la couronne, une couronne là où le Christ a reçu la couronne d'épines, je veux dire, ça place son homme, si je puis dire. Oui, ça place son homme. Alors cela dit, c'est le cas de tous les rois de Jérusalem. Depuis Baudouin Ier, ils sont tous rois de Jérusalem et ils ont tous certainement le sentiment d'être les successeurs du Christ. C'est difficile parce que le Christ n'a pas été roi justement, mais enfin ils savent très bien qu'ils sont dans une terre qui est particulièrement sacrée, qui est extrêmement forte et qui est au cœur de la foi des chrétiens. Et en même temps, ils se voient comme les successeurs des rois bibliques. Ça n'est pas pour rien, effectivement, que Frédéric II ou que des partisans de Frédéric II disent c'est le nouveau David. Mais ça a été dit d'autres rois de Jérusalem avant lui.
Nous évoquions tout à l'heure la réforme grégorienne. Je reviens sur son caractère parce que je pense que c'est important pour bien comprendre ce personnage. Pour la réforme grégorienne, donc c'est l'empereur Henri IV. Et Henri IV avait son caractère, tout comme Grégoire VII. Frédéric de Hohenstaufen a ce caractère volontaire. Il sait s'affirmer ou au contraire, c'est plus un homme qui subit les événements. Il a un caractère, enfin, pour autant qu'on puisse connaître un individu de cette époque, mais oui, si on voit ses actes, si on voit sa politique, si on voit les projets politiques qu'il a, les projets qu'il bâtit, qu'il construit, ses réactions vis-à-vis de la papauté. Alors évidemment, les lettres qu'on a n'ont pas été écrites par lui, elles sont écrites par son chancelier, par ses collaborateurs, mais si on enlève des éléments stylistiques, elles traduisent de toute façon sa pensée. De même que le prologue de son grand livre, de son code législatif pour la Sicile, traduit sa pensée. C'est quelqu'un qui a qui est extrêmement tenace, extrêmement courageux aussi physiquement, qui encore une fois, je pense, qui est très conscient de ses droits, de la dignité attachée à sa fonction, des responsabilités qu'il a et qui tient à les accomplir avec une intensité maximale. Un empereur batailleur ? Oui. Oui, un empereur batailleur, il se bat contre la papauté pendant 15 ans. Il est quand même 15 ans en guerre contre les papes. Alors Barberousse aussi a été en guerre contre la papauté. Et au total, je crois que Frédéric II a été plus longtemps en guerre que Barberousse, enfin, du moins de manière continue. En même temps, ce sont des guerres comme il s'en déroule beaucoup en Italie. Il y a très peu de grandes batailles. On a vraiment une grande bataille contre la ville de Milan où il est vainqueur, Cortenuova. Et sinon, c'est une guerre d'escarmouches, de sièges, beaucoup de batailles de sièges de ville. Je ne sais pas si ça a été un grand stratège militaire, ni même un grand tacticien. Ça, c'est difficile. Il faudrait peut-être approfondir les études sur la guerre, les guerres menées par Frédéric II. On n'a, je crois, pas vraiment travaillé là-dessus. On n'a pas l'impression d'un stratège militaire. Il se bat comme tout le monde se bat à l'époque, sans originalité particulière, me semble-t-il. Est-ce que, je reste sur son conflit avec la papauté, est-ce que Innocent III qui le protège, au fond, c'est qu'à un moment, ce personnage va sortir du giron de la papauté et de la protection pontificale pour, au fond, s'épanouir, voire s'opposer à la papauté elle-même? Innocent III comprend ça. Il y a un épisode, c'est l'élection de l'archevêque de Palerme, je crois, où finalement Frédéric II défend un candidat contre un candidat que la papauté voudrait voir arriver sur le siège. Et Innocent III, à ce moment-là, va le rabrouer vertement. Frédéric II va devoir céder à ce moment-là. Et Innocent III lui a dit, ou à ce moment-là, ou peu après, il lui a dit, n'oublie pas finalement à qui tu dois ton trône, à qui tu dois d'être là. Innocent III lui rappelle qu'il était son tuteur. Frédéric II a fait des promesses d'ailleurs aussi de servir l'Église, de servir la papauté, etc. Mais très vite, Frédéric II estime qu'il est roi de Sicile et comme les autres rois de Sicile, il n'innove pas en fait, mais comme les autres rois de Sicile, donc comme son père, qu'il a été très peu, comme ses grands-parents, arrière-grands-parents, les rois normands de Sicile, l'Église de Sicile doit être contrôlée par lui, il doit nommer les évêques, ou doit du moins veiller à ce qu'on mette sur les sièges épiscopaux des gens en qui lui ait confiance, ce que la papauté ne peut pas accepter. Ce qui est une forme de réel politique avant l'heure. Oui, je pense que le terme est parfaitement approprié à Frédéric II. C'est de la réelle politique. Oui. Donc, ingratitude ou non, finalement, ça n'a pas lieu. On n'a pas lieu de se poser la question pour un personnage. Parce qu'il n'attaque pas la papauté. Il sait ce qu'il doit au pape, mais il estime qu'il a un titre royal qu'il doit jouer à plein, et il estime que la papauté n'a pas à empiéter sur ce qui sont pour lui des prérogatives royales. Je reçois Sylvain Guggenheim, auteur plus qu'une biographie de Frédéric II Hohenstaufen, donc Frédéric II, un empereur de légende, paru aux éditions Perrin. Alors, il y a
des nouveautés, je ne vais pas dire des révolutions, parce que je déteste ce terme utilisé trop souvent dans l'histoire, mais il y a une chose importante qu'il invente en quelque sorte, c'est dans son conflit précisément avec la papauté, c'est la solidarité des souverains. Si vous pouviez nous en dire un peu plus. Oui, quand il a été excommunié à plusieurs reprises, et au moment où vraiment la guerre éclate contre la papauté, enfin la guerre commence à être extrêmement importante, donc il est excommunié. Il va être déposé au Concile de Lyon en 1245, et Frédéric II appelle les souverains d'Europe. Alors, dans plusieurs lettres qui sont très longues, ça fait des pages et des pages, mais en substance, il leur dit, mais regardez ce que le pape se permet de faire. Il dépose un empereur, il le dépose en tant qu'empereur, il le dépose en tant que roi. Ce qui se passe chez moi pourrait se passer chez vous. Personne n'est à l'abri. Et ce qui est intéressant, c'est que les souverains du temps ne vont pas suivre le pape dans sa condamnation de Frédéric II, y compris Saint-Louis. Et on ne peut pas mettre en doute ni la piété de Saint-Louis, ni sa volonté de servir l'Église, mais dans le conflit entre Frédéric II et Grégoire IX, et surtout Innocent IV, Saint-Louis va essayer d'arbitrer, mais Saint-Louis ne va pas suivre Innocent IV dans les exigences de celui-ci. Est-ce que Saint-Louis est confronté aux mêmes problématiques ? Je pense tout simplement aux investitures, à la question des investitures des évêques. Non, parce que là, ça s'est bien réglé en France depuis qu'ont été réglés ces problèmes d'investiture au début du XIIe siècle. Les procédures qui ont été mises en place, qui ressemblent un peu à celles mises en place en Allemagne après la paix de Worms, sont des procédures qui permettent finalement à l'Église et à la royauté d'être satisfaits de la situation. Il faudrait regarder de près le règne de Saint-Louis. J'ai pas en tête qu'il y ait eu de conflit pour des nominations épiscopales. Il y a un équilibre qui s'est fait, un équilibre d'ailleurs qui ne désavantage pas tellement la royauté. Est-ce que ce sont les prémices, vous allez peut-être faire un bond, mais d'une sorte d'ordre européen, je ne vais pas dire d'Europe des nations, parce que le terme de nation serait non pas un néologisme, mais un anachronisme, voilà. Mais est-ce que cette entente entre les souverains préfigure l'entente future de l'époque moderne du concert européen? Il y a un saut de plusieurs siècles, alors c'est difficile. Mais il y a quelque chose. D'abord, il est empereur, c'est-à-dire qu'en tant qu'empereur, il a une espèce de magistère moral sur les autres rois. Même si jamais aucun empereur n'a pu intervenir à l'intérieur d'un royaume pour casser... un empereur ne peut pas casser une décision de Saint-Louis et d'Henri III. Mais il est empereur. Il a vraisemblablement une conscience de la similitude des fonctions royales, au moins France, Angleterre, Allemagne, Italie du Sud, plus une conscience de sa similitude avec, même s'ils sont d'un mauvais état, mais avec ce qui reste de l'empereur de Byzance, l'empereur qui est en place à Nicée. Il a l'idée comme vous le disiez dans votre question précédente, il a l'idée d'une solidarité des grands souverains et des grands princes. Et il y a un refus d'accepter finalement des conceptions d'ordre théocratique de la papauté. Et c'est un refus qui est partagé par d'autres souverains du temps. Mais alors justement, son conflit, il faut replacer le conflit avec la papauté finalement sur le temps long, parce que je le disais tout à l'heure, Innocent III, c'est le sommet de la monarchie pontificale, où on peut dire qu'Innocent IV, lui pour le coup, celui qui mettra à genoux Frédéric de Hohenstaufen, constitue le sommet de cette théocratie, entre guillemets, puisqu'elle est véritablement développée que plus tard avec Boniface VIII. Oui, mais ce sont des... C'est embêtant de parler de théocratie, parce qu'en même temps, enfin vous le savez mieux que moi même, mais ces papes du XIIIe siècle, ils prétendent à un contrôle total, absolument total de l'Église, du haut en bas, et de créer vraiment une Église pyramidale, hiérarchisée. Pas du tout une Église dirigée par un concile, bien évidemment. Ils prétendent imposer un certain nombre de normes morales aux princes, mais ils n'interviennent pas dans les politiques intérieures des États. C'est-à-dire que
pour ça que le terme de théocratie est gênant. Si vous voulez, la législation de Frédéric II, la législation d'Henri III d'Angleterre ou de Saint-Louis, la papauté n'intervient pas, sauf si ça touche des points. Ratione peccati, selon le péché. Voilà, ou si ça touche des points sur lesquels les papes se sentent concernés, c'est-à-dire ça pourrait être la lutte contre les hérésies, par exemple, ça pourrait être des dispositions, ça n'a pas été le cas, des dispositions concernant le mariage, mais c'est pas le cas. Donc, et sinon, ils interviennent dans des cas d'espèce, effectivement, ratione peccati, s'ils estiment qu'un souverain a commis un péché et qu'à cause de ce péché, par exemple, il doit être excommunié. C'est ce qui est arrivé à Philippe Auguste. N'est-ce pas là une des grandes différences, j'allais dire, historiographiques entre le travail de Kantorowicz et aujourd'hui votre travail et le travail de l'historiographie, de voir précisément que ce pontificat, que ces pontifes n'interviennent pas de cette façon à droite et à gauche et sont aussi des princes spirituels, des princes temporels certes, mais des princes spirituels d'abord, et qu'ils doivent juger du spirituel et donc du péché plutôt que de politique. C'est-à-dire que, comment dire, c'est pas pour contredire ce que je viens de dire, mais effectivement, on ne peut pas parler de théocratie. En même temps, les papes interviennent pour toutes les questions relatives à ce qu'il faut comprendre. Ils interviennent pour les questions relatives à l'Église, mais qui vont toucher par ricochet la vie politique, parce que notamment c'est la question des élections épiscopales, et qu'à l'époque, les évêques, depuis longtemps, depuis l'époque carolingienne, même depuis le bas empire romain, les évêques ont des pouvoirs politiques. Les évêques sont les défenseurs des cités. Donc la fonction épiscopale est à la fois une fonction religieuse extrêmement importante, mais les évêques ont en charge la défense des villes. Dans l'Empire, enfin dans le royaume d'Allemagne, ils ont même en charge des principautés. Et donc, à partir du moment où le pape veut intervenir dans les élections épiscopales, il intervient dans les élections de personnes qui ont une fonction spirituelle importante, mais qui ont aussi une fonction politique. Donc qu'ils le veuillent ou non, ils interviennent dans la politique. Mais je dirais, ça, c'est pas l'effet d'une volonté théocratique. C'est parce que le corps épiscopal fonctionne de cette manière au Moyen-Âge. Les évêques sont des princes. Alors en Allemagne, c'est des princes territoriaux. En France, c'est moins net, mais ils ont quand même du pouvoir sur leur cité. Ils ont obtenu les droits comtaux. Alors ils sont peut-être un peu battus en brèche au XIIIe siècle, mais les évêques ont des pouvoirs politiques. Donc c'est en ce sens qu'il y a intervention de la papauté dans la politique. Et j'ai oublié le début de votre question. Le début de ma question, c'était justement de savoir Ernst Kantorowicz, Ernst Kantorowicz avait une conception, j'allais dire, qui était très négative de la papauté. En tous les cas, il faisait d'Innocent III, j'allais dire, que les auditeurs me pardonnent ce parallèle, mais le Barack Obama ou bien le George Bush de l'époque, celui qui dominait tout le monde et en face duquel tout le monde devait finalement se taire. Ouais, Kantorowicz est vraiment dans une tradition allemande, je dirais anti-pontificale. Enfin, tous les Allemands ne l'étaient pas, mais on peut remonter à la réforme grégorienne, on peut remonter au Kulturkampf de Bismarck, etc. Il y a vraiment une opposition à la politique pontificale. Alors, cela dit, dans le livre de Kantorowicz, il y a des choses qui sont dépassées. C'est quand même un très bon livre. Il y a des éléments qui font un peu bizarre, puisqu'on a l'impression que parfois il partage les mythologies du temps, où il croit aux images mythologiques qu'il sollicite. Mais j'ai trouvé, en confrontant avec les sources et puis avec d'autres historiens, j'ai trouvé que son analyse des conflits politiques entre Frédéric II et le pape était très fine et souvent très juste. Enfin, la manière dont les mécanismes politiques s'enclenchaient, les parades que Frédéric II trouvait à la politique pontificale, les ressorts de cette politique pontificale contre Frédéric II, tous les moyens mis en œuvre, les outils utilisés, Kantorowicz donne des analyses qui sont encore, à mon sens, en grande partie valables. C'est pas là-dessus, finalement, que son livre pêche à nos yeux, de nos jours. Alors, il y a une chose qui m'a étonné dans ma lecture, c'est qu'au fond, ce personnage qui est à genoux devant la papauté, devant Innocent IV qui arrive à détruire ce pouvoir impérial, n'empêche pas le fait que Frédéric II a ce qu'on appelait à l'époque une renommée, et plus que cela, il constituait un véritable mythe. Oui, il constitue un mythe
de son vivant, parce qu'il y a déjà sa naissance qu'on a qualifiée de miraculeuse, puisque sa mère était âgée pour lui donner naissance, elle avait plus de 40 ans, donc à l'époque ça paraissait aussi de nos jours, mais à l'époque c'était encore plus étonnant. Il y a les conditions dans lesquelles il devient roi d'Allemagne, puisqu'il y arrive, en gros il est adolescent, et donc c'est un adolescent à la tête d'une troupe et qui est vainqueur d'une guerre civile. Il y a tout son combat contre la papauté qu'il a diabolisé pour certains, mais qu'il a auréolé pour d'autres, parce qu'il est apparu comme le défenseur de liberté politique. Il a été admiré dans des villes d'Italie, celles qui étaient alliées à lui. Il a été diabolisé dans les villes d'Italie qui lui étaient opposées. Sa croisade, elle l'a quand même également auréolé, parce que même si elle n'a pas abouti à une solution définitive, loin de là, mais il a obtenu une trêve, et pendant 10 ans, les chrétiens ont pu se rendre à Jérusalem, au tombeau du Christ. Donc, il a obtenu, disons, un petit succès. Et puis, il a lui-même forgé son mythe. En construisant ces forteresses un peu partout. Il y a le château assez étrange de Castel del Monte, il y en a d'autres. La citation que vous avez donnée en introduction de cette émission, c'est une citation d'un auteur médiéval, quand je l'ai trouvée, j'ai trouvé excellente, parce qu'elle résume me semble-t-il, magnifiquement le règne et le personnage. Il était en même temps attiré par tellement de choses, il a développé des politiques dans tellement de domaines. Il s'est aussi pour la première fois quand même trouvé à la tête d'un ensemble géopolitique totalement éclaté, parce qu'il y a l'Allemagne, il y a l'Italie du Nord, il y a le royaume de Sicile et il y a le royaume de Jérusalem. Et vu ce que sont les communications à l'époque, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut imaginer ce que c'est que de contrôler toutes ces terres, de faire circuler les informations, d'envoyer des hommes, etc. Ce qu'il a bâti en Sicile a énormément frappé les populations locales, puisqu'il était... au XIXe siècle et encore au XXe siècle, en Sicile, dans les Pouilles, ça reste un personnage majeur, très important, alors qu'en Allemagne, il est quasiment oublié. Est-ce que ce n'est pas la démesure impériale, finalement, qui constitue d'ailleurs une constante de l'histoire, hein. Je crois que vous avez participé au livre de Thierry Lenz sur les empires. Sur la fin des empires. Sur la fin des empires, oui. Voilà. Oui, j'ai fait la chute de Constantinople en 1453. Oui. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une des constantes, précisément, le fait que cet empire soit, vous le dites dans votre introduction, un empire ingouvernable, parce que écartelé en quelque sorte entre le nord et le sud? Oui, je pense que tout empire est très difficile à gouverner. Il y en a qui ont tenu longtemps, comme l'empire d'Autriche-Hongrie. Il y en a qui ont été beaucoup plus brefs, comme celui de Charlemagne. L'empire allemand tient vaille que vaille, mais les empereurs ont toujours eu des problèmes. Et Frédéric II, lui, s'est retrouvé vraiment dans ce que je disais à l'instant, une situation géopolitique encore plus difficile. D'où effectivement un empire ingouvernable, un royaume de Sicile gouverné, très bien gouverné, une Allemagne laissée un peu à distance, pas trop mal gouvernée quand même, bien qu'à distance, par intermédiaire de son fils, un royaume de Jérusalem, au fait où il a mis les pieds 3 jours et c'est tout, et ensuite qu'il a laissé à des officiers et qu'il n'a jamais pu vraiment contrôler, et puis cette dignité impériale qui est soumise aux critiques, voire à l'humiliation de la papauté. Alors, humiliation, l'Église d'ailleurs, à la mort de Frédéric II, célèbre, c'est absolument incroyable quand on y pense, célèbre cette disparition, mais de l'autre côté, j'allais dire du côté de Frédéric II, eh bien, il y a toujours ce mythe, je cite Saba Malaspina, qui disait Frédéric aspirait contre la nature à être immortel. C'est-à-dire qu'au-delà du mythe de son vivant, il y a une forme de mythe d'immortalité chez ce personnage qui participe de sa renommée. Oui, alors là, on touche à des choses qui sont assez profondes dans les mentalités populaires, parce qu'on retrouve le mythe de l'empereur des derniers jours, qui est un mythe chrétien. On retrouve des mythes, finalement, qui ont eu la vie longue en Germanie, d'un empereur endormi qui va revenir et qui va sauver l'Allemagne contre ses divisions internes ou les dangers extérieurs. Et il y a eu plusieurs mythologies qui ont été fabriquées autour de Frédéric II. Ceux qui l'ont diabolisé en ont fait littéralement l'antéchrist, c'est-à-dire qu'ils ont rehaussé sa nocivité, ils en ont fait une nocivité totale, absolue. Donc les adversaires de Frédéric II en ont eux-mêmes fait un mythe. S'ils avaient voulu être efficaces, ils auraient dû ne rien en dire, mais ils ont participé à sa gloire. Lui-même l'a construite, notamment par ses forteresses, et vraisemblablement en voulant laisser une marque dans l'histoire. Et puis après sa mort, le destin tragique de sa famille, puisque la papauté avait déclaré qu'il fallait littéralement éliminer physiquement
tuer les enfants de Frédéric II. Enfin, ils vont tous y passer, ou directement assassinés, ou ils meurent en prison, comme l'un de ses fils, Enzio, au bout de 20 ans ou 25 ans de prison. Mais la papauté avait dit, le cardinal Régnier de Viterbe avait dit qu'il fallait exterminer la semence de ce Frédéric II. Et ça aussi, ça a contribué à constituer le mythe. On a donc retrouvé, il y a des éléments contemporains qui ont joué, on a retrouvé des mythes anciens assez profonds. Et puis, chaque grande crise politique en Allemagne, opposant les empereurs à la papauté, au XIVe siècle, XVe siècle, la réforme luthérienne, le Kulturkampf de Bismarck, etc. Tout ça, chaque fois, a pu utiliser l'histoire de Frédéric II. C'est devenu une espèce de personnage intemporel qui réapparaissait dans la plupart des crises importantes. Alors, il y a aussi alors, vous allez nous dire, pour le coup, s'il s'agit d'un mythe ou pas, mais on en fait une sorte de précurseur de la libre pensée. Alors, parce que c'était un roi, si vous me permettez l'expression que je mets entre guillemets, bien évidemment, parce que là encore, des auditeurs me diront que je fais un anachronisme, mais une forme de roi éclairé, entre guillemets. Alors, cette image de roi éclairé se base sur un certain nombre d'expériences qu'on lui prête, mais qui lui sont prêtées par des ennemis et qui trouvent d'ailleurs parfois leur origine dans des textes anciens comme Hérodote. C'est-à-dire qu'on raconte qu'il avait enfermé, qu'il était très rationaliste, ses amis disent qu'il ne croit pas en Dieu et qu'il est athée, et pour prouver donc qu'il était un individu rationaliste, on disait qu'il avait enfermé un prisonnier dans un tonneau en laissant juste un trou à l'ouverture du tonneau pour voir si l'âme sortait effectivement après la mort du prisonnier, bon, etc. Il ne donne pas l'impression d'être particulièrement pieux. Il a fondé une ou deux églises. C'est tout. C'est pas du tout un Saint-Louis, ni même un Henri III. Est-ce qu'il était athée ou agnostique ? On n'en sait strictement rien parce qu'il ne l'a jamais dit lui-même. Ce sont ses adversaires qui le disent. Et lui, il parle toujours de Dieu dans ses diplômes, ce qui peut être aussi une couverture, hein, bien sûr. Mais là, c'est pas la peine de faire des spéculations. On n'a pas les moyens de répondre à la question. Est-ce que c'est un libre penseur ? Il combat les hérésies. Et il combat les hérésies tout le temps. Il combat les hérésies quand il s'entend bien avec la papauté, mais il continue à les combattre quand il s'entend mal avec elle. On a l'impression je dirais un peu l'impression de quelqu'un qui agit effectivement avec une bonne dose de raison. Il ne croit pas au meurtre rituel dont on accuse les juifs. Par exemple, il dit les juifs qui tuent des enfants chrétiens et puis qui boivent leur sang ou qui réduisent ces enfants en poudre, enfin, etc. Il y a une affaire à Fulda en Allemagne, il n'y croit pas du tout. Il fait venir des juifs convertis, il fait faire un procès et il conclut à la nullité de l'accusation. Donc il agit de manière, je dirais, rationnelle par rapport à des croyances irrationnelles. Cela dit, en même temps, c'est pas du tout un précurseur d'un quelconque œcuménisme ou multiculturalisme. Les Juifs, c'est les serfs de la Chambre impériale. Donc, ils les protègent, mais en même temps, ils sont soumis, puis ils doivent payer l'impôt qu'ils doivent payer au roi, hein, qui est un impôt spécial. Sylvain Guggenheim, nous arrivons au terme de cette émission. Je cite une partie de votre conclusion. Vous écrivez « Frédéric II apparaît insaisissable. Mais quelle personnalité médiévale se laisse vraiment percer à jour ? L'action se mesure. Les intentions se devinent, les pensées intimes nous échappent. Au reste, là n'est pas le plus important si l'on veut évaluer le sens et la portée du règne. Quel est le sens de ce règne ? Que reste-t-il de Frédéric II ? La volonté de construire un État, peut-être. L'idée que le pouvoir royal peut se transformer en pouvoir d'État administratif, l'importance du politique. C'est très net en Sicile, mais c'est net aussi en Allemagne. Hein. Sa politique allemande est vraiment, finalement, je dirais, intelligente, extrêmement habile. Il comprend, il a un très bon sens des rapports de force. Alors, même s'il s'est trompé parfois, parce qu'il a vraiment pensé qu'il pouvait vaincre la papauté, sans doute. Et là, il a fait une grosse erreur. Mais il a un très bon sens des rapports de force politiques. Et sa politique allemande, après la révolte de son fils, entre 1235 et 1237, est absolument magistrale. Eh bien, merci Merci beaucoup Sylvain Guggenheim. Je rappelle à nos auditeurs donc, que vous êtes l'auteur de ce remarquable ouvrage consacré à Frédéric II, un empereur de légende paru aux éditions Perrin. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour un nouveau numéro des grands entretiens de Storia Voce.